Je vais vous présenter en quelques diapositives quelques éléments importants du colloque. Je vous signale aussi, si vous êtes intéressé, que toutes les communications résumées et aussi les présentations, la plupart des présentations et les posters seront disponibles sur le site web du colloque. Donc, concernant la session qui était consacrée au devenir et aux impacts de la chlordécone dans l'environnement, on a eu une première série de présentations qui montrent les progrès que l'on a pu faire grâce à l'engagement de différentes équipes sur les deux îles Martinique et Guadeloupe, les équipes INRA, IRD, CIRAD, BRGM, Université des Antilles, pour construire un observatoire sur le long terme suivant la dynamique de la contamination dans les sols et dans les eaux sur les deux îles, dans les zones qui sont connues comme étant contaminées en Guadeloupe et en Martinique. Sur ces deux observatoires, sur ces deux sites, il y a eu des informations nouvelles qui sont apparues grâce à des mesures en continu au niveau des rivières et des suivis sur les flux de chlordécone, mais aussi d'autres molécules utilisées aujourd'hui par les agriculteurs en termes d'herbicides, fongicides, et également des pesticides anciennement utilisés. Donc on a capitalisé toute une série d'informations et qui ont confirmé des connaissances déjà établies par les premières recherches qui datent d'il y a une dizaine d'années sur le rôle des nappes phréatiques dans l'alimentation des flux de chlordécone à partir des sols, qui sont leur stock initial, répartis de façon très hétérogène dans les bassins versants. Vous avez une carte ici sur le bassin versant du Galion en Martinique qui montre les zones contaminées anciennement cultivées par les bananeraies. Donc c'est au cours de ces transferts des sols vers les eaux que se fait la contamination qui va ensuite se disperser dans l'environnement. Et l'importance de ce transfert par infiltration vers les nappes et ensuite retour vers le réseau hydrographique nécessite de s'intéresser à tous les sols des bassins versants et à prendre en compte cette dimension spatiale. D'autres informations grâce à ces mesures plus fréquentes dans les rivières sur la dynamique des transferts, à la fois les temps de résidence dans les nappes, mais aussi les formes transférées dans les cours d'eau et notamment le rôle des épisodes climatiques exceptionnels lorsqu'on a des tempêtes tropicales sur l'apparition de phénomènes érosifs qui génèrent une partie du flux sous forme de particules érodées, donc du sol qui vient des parcelles et qui rejoint les rivières et qui transporte de la chlordécone sous forme de particules, mais la plupart du temps cette forme est dissoute dans l'eau. Concernant les milieux impactés, donc en aval de ces sols contaminés, on a des nouveaux résultats intéressants qui permettent d'envisager des nouveaux moyens de surveillance des milieux aquatiques, en eau douce comme en milieu marin, des échantillonneurs passifs qui sont des systèmes qui permettent d'intégrer sur plusieurs jours la quantité de polluants qui passent dans l'eau et ensuite d'avoir une idée en fait de l'exposition du milieu dans ce continuum entre la partie eau douce et le milieu marin. D'autres résultats de biologistes montrent que les biofilms, qui sont des développements bactériens dans les conditions des cours d'eau, sont des bons indicateurs pour intégrer des niveaux de contamination. Donc c'est des choses nouvelles qui apparaissent et qui peuvent être utiles pour surveiller de façon plus précise l'état des milieux. Des choses qui ont été bien établies aussi et montrées dans ce colloque, c'est que les organismes aquatiques se contaminent assez rapidement et fortement en raison du fort potentiel de bioconcentration, bioaccumulation de la molécule à partir de l'eau, et que cette contamination est transférée dans les réseaux trophiques, c'est-à-dire lors de l'ingestion par les herbivores de végétaux, les algues, le plancton, puis la concentration dans la chaîne alimentaire jusqu'à des poissons carnivores. D'autres résultats montrent qu'on est en capacité pour des conditions d'aquaculture de décontaminer les animaux cultivés si on est en mesure de les laisser dans des eaux dépourvues de chlordécone de façon suffisamment longue. Donc un exemple de résultat obtenu en Guadeloupe qui montre que effectivement il y a le long de la chaîne alimentaire des concentrations de chlordécone, même dans des niveaux au départ peu contaminés, on va avoir une concentration dans les animaux les plus hauts dans la chaîne alimentaire de ces concentrations de contaminants. Le dernier volet qui a été abordé, avait déjà été discuté lors d'un atelier international organisé par les chercheurs dans les années 2010 sur les possibilités de favoriser la biodégradation et la décontamination des sols pollués. La biodégradation de cette molécule est réputée comme quasiment
était réputée comme quasiment impossible. Et effectivement, dans les conditions des sols antillais, elle est très lente, mais elle existe. Et on a de nouveaux résultats obtenus par différentes équipes métropolitaines et guadeloupéennes sur la capacité qu'auraient certaines bactéries du sol placées dans des conditions particulières, en absence d'oxygène. Elles pourraient être capables, ces bactéries, d'ouvrir la structure très stable de la chlordécone et d'en produire différents produits de dégradation qui sont à des états de transformation très importants et très différents de la molécule de départ. Donc ça ouvre de nouvelles perspectives et c'est quelque chose de très récent. Autre résultat significatif sur les techniques de dépollution, des premiers résultats obtenus en conditions de plein champ sur des parcelles anciennement contaminées. Ici, des résultats obtenus par des équipes du BRGM en collaboration avec d'autres équipes des Antilles. L'apport d'amendements contenant du fer et d'autres matières organiques permet, en conditions in situ, de réduire les concentrations de chlordécone de façon significative dans certains types de sols. Et par la suite, on a fait des essais sur le passage de cette molécule dans les cultures implantées suite à ce traitement, qui est un traitement assez drastique au niveau des conditions physiques, mais qui permet donc d'abaisser le niveau de passage dans les végétaux. Voilà, je vais passer la parole à mon collègue Jean-Pierre Cravedi qui va vous donner un illustré de la partie concernant la chaîne alimentaire. Avant tout, je voulais dire que les 3 types de résultats que j'ai présentés concernent des recherches qu'il faut réellement développer à l'échelle des bassins versants, des territoires, pour pouvoir aller plus loin, se servir de ces observatoires dont j'ai parlé, qu'il faut maintenir, pérenniser, pour continuer à faire des travaux intégrant à la fois les pratiques d'agriculteurs, des changements de stratégie, de système de culture, d'allocation des territoires pour décontaminer des animaux d'élevage, par exemple, favoriser donc ces recherches dont on a parlé, participatives, et impliquer, plus qu'il est aujourd'hui le cas, les sciences humaines et sociales pour nous aider à travailler sur l'acceptabilité, la conception et l'innovation par les acteurs de ces nouvelles stratégies. Voilà. Merci Pierre. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Pierre Cravedi, je suis chercheur à l'INRA et je suis toxicologue. Et je vais tenter de vous résumer en quelques minutes les principales conclusions qui sont ressorties des présentations qui concernaient la chaîne alimentaire. Donc ce qu'il est apparu, c'est d'une part que le sol était le réservoir principal et de très loin de la contamination de la chaîne alimentaire, que cette charge en chlordécone qui était présente dans un certain nombre de sols antillais contaminait d'une part les végétaux et d'autre part les animaux. Il faut savoir qu'un certain nombre d'animaux consomment directement du sol et c'est également à partir du sol que s'effectue la contamination des eaux continentales et des eaux marines. Donc la contamination des végétaux, les contaminations sont plus importantes et on le comprend aisément au niveau des racines et des tubercules qui sont directement au contact du sol. Les niveaux de contamination sont inférieures dès lors que l'on s'intéresse aux tiges et aux feuilles, et elles sont encore plus faibles lorsqu'on s'intéresse aux fruits. Concernant le transfert de la chlordécone chez les animaux d'élevage, donc j'ai déjà évoqué le fait que c'était principalement le sol qui était à l'origine de cette contamination. Ce qui est apparu de présentation sur différentes espèces, sur les volailles, ce qu'il ressort, c'est que pour des contaminations de sol qui sont inférieures à 0,1 mg de chlordécone par kilogramme de sol, il est tout à fait possible d'obtenir des denrées conformes aux normes sanitaires en appliquant des pratiques qui sont suffisamment protectrices en termes d'apport d'aliments, en termes d'apport d'eau et en termes de parcours pour ces animaux.
En revanche, si on a affaire à des sols qui ont une charge en chlordécone qui est supérieure à 0,5 mg par kilogramme de sol, il y a une probabilité élevée d'obtenir des produits qui ne sont pas conformes, et en ce qui concerne les volailles, c'est particulièrement vrai pour les œufs, dans lesquels s'accumule effectivement une partie importante de la charge en chlordécone. Concernant les espèces bovines, là encore, c'est le sol qui est le principal vecteur d'exposition à la chlordécone. Ce que j'ai voulu indiquer dans cette diapositive, c'est, je dirais, ou illustrer par la taille des caractères. Vous avez ici le sol, donc c'est le sol pollué, ingéré par l'animal, qui est la principale voie d'exposition. Donc vous avez là, en gros caractères, cette voie de contamination. De façon nettement moins importante, la contribution des fourrages, et de façon encore moins importante, la contribution de l'eau d'abreuvement par rapport à cette contamination du bétail. Alors effectivement, ça, ce sont, je dirais, des moyennes. Il peut y avoir des cas de figure où cette proportionnalité n'est pas exactement respectée. Un point tout à fait important et récent dont on dispose aujourd'hui, c'est ce qui relève du transfert de la chlordécone chez les espèces, et on sait aujourd'hui de manière beaucoup plus précise quelles sont ce qu'on appelle les cinétiques d'accumulation, c'est-à-dire la vitesse à laquelle la chlordécone se dépose dans les tissus des animaux, et également ce que l'on connaît aujourd'hui aussi, c'est la vitesse à laquelle cette chlordécone est éliminée de l'animal dès lors que l'exposition cesse. Et ce sont des informations qui sont extrêmement importantes dans la mesure où ce sont précisément ces données qui permettent de prédire à quel niveau de concentration on va se situer au cours d'un certain nombre de mois d'exposition, et également quel serait le délai d'attente qui serait nécessaire d'observer pour voir cette concentration en chlordécone diminuer suffisamment pour rendre les denrées animales conformes aux normes qui ont été évoquées. Alors je voudrais également évoquer des données tout à fait importantes en matière de connaissance de l'exposition qui relèvent de l'étude Canary. Cette étude a déjà été évoquée tout à l'heure. Cette étude a pour objet d'évaluer les niveaux de contamination des aliments de manière générale en chlordécone, en Guadeloupe et en Martinique. Elle a également pour objet de caractériser les habitudes alimentaires des consommateurs antillais et leur mode d'approvisionnement. Et enfin, en croisant ces deux types de données, donc d'une part la contamination et d'autre part la consommation, de connaître les niveaux d'exposition, en tout cas les niveaux d'exposition par voie alimentaire. Donc ce qui ressort de cette étude, c'est d'une part le fait que on a de grandes différences de contamination des aliments selon les lieux de prélèvement, c'est en particulier pour les denrées carnées. On a une très forte différence entre les approvisionnements dans les magasins et les grands marchés et les approvisionnements par les circuits informels, ça a été déjà évoqué. Et ce qui est également frappant, c'est que la contamination des légumes racines est nettement mieux maîtrisée aujourd'hui qu'elle ne l'était par le passé, c'est-à-dire qu'on a très très peu
de denrées qui dépassent des valeurs seuil. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est vrai à la fois pour les circuits des marchés et des grands magasins, mais également c'est vrai pour les circuits informels. Donc c'est un exemple où l'action de tous a permis d'atteindre des niveaux tout à fait acceptables de contamination de ce type de denrées. Alors je n'ai pas préparé de diapositive concernant les LMR, je vais juste dire 2 mots là-dessus. Ce qui est ressorti à la fois des présentations et des débats, c'est que d'une part, les LMR qui existent ont été considérés par les équipes qui se sont penchées sur ces questions suffisamment protectrices pour la population. Néanmoins, ces LMR sont en cours de modification, en particulier pour ce qui concerne les denrées d'origine animale. Et donc, je pense que ça fera l'objet de questions et de débats au cours de cette session. Je vous remercie. Et je passe la parole donc à Michel Sanson et Jean-Claude Desenclos. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, mesdames, messieurs, moi je suis Michel Sanson, je suis chercheur à l'INSERM, donc l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Et donc je vais, avec Jean-Claude Desenclos, vous présenter les données de restitution sur la section santé. De nombreux chercheurs ont rapporté des travaux qui sont des résultats expérimentaux. Donc je voulais juste faire, avant de présenter les résultats, un petit aparté. Les résultats expérimentaux, c'est des résultats qu'on retrouve. C'est des résultats qu'on retrouve dans un tube à essai, c'est des résultats qu'on retrouve en culture cellulaire ou des fois chez l'animal, que ce soit la souris ou le rat, et il est pas souvent possible d'extrapoler ou de surinterpréter pour faire un transfert directement chez l'homme. Donc attention, ça reste des modèles, ils ont leurs propres limites, il faut les interpréter dans ces limites-là. Donc parmi les résultats qui nous ont été présentés, des chercheurs ont pu montrer que la chlordécone avait un effet pro-angiogénique, c'est-à-dire qu'elle favorise le développement de vaisseaux sanguins. D'autres chercheurs ont pu regarder l'impact de la chlordécone en montant un modèle de cancer de la prostate et un modèle rat. D'autres travaux se sont intéressés aux liens qu'il pouvait y avoir entre l'impact de la chlordécone sur les hépatites, hépatite aiguë ou hépatite chronique, et les hépatopathies en général, et tout ça en montant, en développant des modèles souris. Et puis, il y a une chercheuse qui s'intéresse aux effets transgénérationnels, c'est-à-dire comment la chlordécone pourrait impacter le fœtus et puis des générations, en l'occurrence de souris, plus tard. Et ceci en regardant uniquement la fertilité. Il y a eu 4 présentations qui se sont intéressés à l'impact de l'exposition environnementale sur la cohorte qui vous a déjà été présentée, qui est la cohorte Timoun, qui s'intéresse à l'impact environnemental entre la mère et l'enfant et au développement de l'enfant. C'est ce qui est noté sur le schéma en bas, avec des mesures qui ont pu être faites à la naissance de l'enfant, et puis à 3 mois, à 7 mois, à 18 mois, et à 7 ans. Donc ces résultats montrent une augmentation du risque de prématurité, montrent aucun risque, et je le dis, aucun risque de malformation congénitale. Ces résultats montrent également un impact négatif, mais modéré, sur le développement neurocognitif de l'enfant, qui a pu être mesuré justement à 18 mois, et puis
de même qu'un développement, un impact négatif mais modéré sur le développement qu'on appelle anthropométrique et plus particulièrement le développement pondéral de l'enfant. Merci. Donc je vais continuer sur... j'ai pas appuyé sur le bon. Ah si, c'est celui-là. Voilà. Parler de quelques indicateurs populationnels avant de terminer par quelques éléments de perspective. En termes de... Les indicateurs population sont obtenus à partir d'études, d'observatoires. Le mot a été prononcé tout à l'heure. Donc c'est l'investissement dans ces observatoires populationnels ou environnementaux répétés régulièrement qui permettent de suivre et de voir les évolutions, d'identifier éventuellement des facteurs de risque qui n'étaient pas connus et inversement aussi montrer des progrès et évaluer l'efficacité des actions. Donc pour ce qui est de l'exposition alimentaire, ça a été rappelé par Jean-Pierre Cravedi, l'exposition alimentaire des adultes et enfants au travers de l'enquête Canary dont il s'agit ici dépend des aliments, des types d'aliments, des circuits et d'approvisionnement et de la zone bien sûr de culture. Donc ça a été rappelé. Les éléments importants de la dernière réalisation d'enquête indique très clairement que l'efficacité des recommandations et des actions mises en place, en particulier, on voit pour les légumes racines et les tubercules que le niveau d'exposition est équivalent quel que soit le circuit, ce qui montre que la continuation qui est plus élevée qui est normalement plus élevée à partir des circuits informels, c'est rangé au même niveau que ceux du circuit formel. Il y a une nouvelle évaluation en population, toujours à partir de l'enquête Canary, donc de l'imprégnation, c'est-à-dire du taux de la présence dans le sang de chlordécone, qui montre que la présence est généralisée. 90% des Antillais ayant un taux positif de chlordécone dans le sang, sachant que ceux qui sont négatifs ne sont peut-être, pour une partie d'entre eux, sont exposés à des doses très faibles, puisqu'on doit tenir compte de la limite de détection. Et que ces limites de détection s'améliorent au cours du temps. 5% de la population a un taux dans le sang qui est 10 fois la moyenne, donc une surexposition. Et cette surexposition qui se traduit par un taux très élevé dans le sang est très lié aux aliments les plus contaminés. Je ne vais pas revenir dessus. Il y a une relation statistique tout à fait évidente. Depuis 2003, des enquêtes, pas exactement toujours les mêmes, ont été répétées en population et on voit une diminution régulière de la valeur d'imprégnation moyenne, avec cependant une proportion d'environ 5% de la population qui reste très imprégnée, comme si cette population, ce sous-groupe, continuait au travers de comportements alimentaires et d'exposition à être très contaminée. Et donc, bien sûr, c'est cette population qu'il faut essayer de cibler au mieux. Les travailleurs de la banane a fait l'objet d'un gros investissement. Le premier a été de reconstituer l'exposition passée au travers de la reconstitution de ce qu'on appelle de matrice emploi-exposition, qui montre que une très grande majorité de ces travailleurs ont été exposés. Par exemple, en 1989, on estime que près de 80% des travailleurs étaient exposés, c'est-à-dire qu'ils travaillaient avec du chlordécone et étaient donc exposés à ce produit. Aussi a eu lieu une reconstitution lors des 3 dernières années de la cohorte des travailleurs de la banane. Donc 417 personnes exactement ont pu être reconstituées dans cette cohorte et on a les premières analyses qui ont été faites montrent que la mortalité, donc c'est un travail qui est pour l'instant sur des indicateurs assez généraux, la mortalité ne diffère pas de la population générale, que ce soit mortalité globale ou par cause, mais des travaux vont être affinés en particulier pour les mettre en relation avec l'exposition. Le cancer de la prostate, on sait que aux Antilles, le risque statistique est augmenté avec l'exposition à la chlordécone. Les taux de nouveaux cas
de cancer de la prostate aux Antilles sont très élevés. Par contre, la mortalité, et ça c'est mesuré par les registres, la mortalité est en baisse régulière et c'est la survie qui est donc un élément qui évalue la prise en charge à 5 ans est de l'ordre de 94-90%, ce qui est équivalent, voire même supérieur à ce qu'on observe en métropole. Et dernière... Alors les perspectives, au fond, je vais redire des choses qui ont déjà été dites, reprises par les directeurs généraux, en particulier dans le cadre des plans chlordécone, aller vers le zéro exposition. J'insiste, le zéro exposition, ça ne veut pas dire qu'on va vers le zéro chlordécone dans l'environnement, zéro exposition, et on voit que c'est possible au travers des mesures de prévention, des interdictions là où il faut, et de l'éducation. En priorité, les femmes enceintes et les enfants. Efficacité des recommandations actuelles pour réduire l'exposition, les derniers travaux le montrent très clairement. Ça incite à démultiplier la promotion de l'éducation pour la santé et la communication vers les populations cibles. Ça a déjà été dit et repris. Généraliser les interventions probantes. Pardon pour Jaffa, j'ai mis deux F, il n'y en a qu'un. Et ça, c'est la mise à l'échelle de cette intervention qui a démontré son efficacité. Il y a le besoin d'affiner, de continuer à travailler sur les LMR. Il y a eu beaucoup de discussions. Je ne suis pas un spécialiste, mais c'est quelque chose qui est sorti clairement des travaux et des discussions. La question de la détermination de valeurs critiques d'imprégnation. Donc une valeur critique d'imprégnation, c'est-à-dire on essaye de définir une valeur de chlordécone dans le sang à partir de laquelle, au-delà de laquelle on considère qu'il y a un risque pour la santé. Donc c'est un travail qui va se mettre en place, qui est très compliqué, très difficile, mais c'est d'une perspective qui est en cours. Et donc ça va poser la question du rôle, de l'intérêt ou pas de doser le chlordécone à titre individuel dans le sang. Et donc ça, c'est des travaux en perspective. Le rôle de l'exposition non alimentaire, il est mal documenté par voie respiratoire, par voie cutanée, en particulier chez les travailleurs qui sont en contact des sols contaminés. Ça reste un sujet qui nécessite d'être précisé et qui pourra amener des préventions beaucoup plus spécifiques. Il faut bien sûr élargir aux autres produits phytosanitaires. Il y a pas mal d'autres produits qui sont utilisés. On a vu dans l'enquête d'imprégnation que, par exemple, le lindane avait un niveau d'imprégnation au niveau de la population qui était supérieur à celui de la métropole. Et puis, plus de sciences humaines et sociales. On n'a pas eu de travaux de sciences humaines et sociales qui ont été présentés au cours de ce colloque. C'est un manque et c'est un investissement important et aussi d'intégrer, à la fois dans des aspects de recherche, mais aussi d'intervention et de prévention, des approches participatives. Je vous remercie.